bienvenue dans ce premier mot debate qui s'inscrit dans la Deplastify Week. On a voulu en fait créer toute une semaine d'événements partout en France, alors que se déroule actuellement le second comité intergouvernemental pour lutter contre la pollution plastique en France. L'idée de ce soir, c'est d'avoir un échange qui soit le plus simple, le plus actionnable dans votre quotidien. Et nous avons choisi d'inviter Nathalie Gontard, qui est directrice de recherche à l'INRA, et qui vous êtes une des chercheuses mondialement reconnues sur ce sujet. Vous êtes également autrice de ce livre, Plastique, le grand emballement, traduit en plusieurs langues, aux éditions Stock. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et Alexis Ducenteur, vous êtes cofondateur de Bocoloco, vous êtes également dirigeant de Bocoloco. Je crois que l'actualité, ce sera filmé, puisque c'est filmé, peut-être l'actualité ne sera plus la bonne aujourd'hui, mais vous venez de finaliser une levée de fonds et vous nous expliquerez ce qu'est aujourd'hui Bocoloco. Et l'idée, c'est d'avoir un entrepreneur et une chercheuse pour pouvoir à la fois tirer profit et faire une vraie photographie de ce qui se passe aujourd'hui sur les enjeux de la pollution plastique, mais également d'aborder ce qu'on pourrait être, supposé être, des solutions, qu'elles soient technologiques ou comportementales. Donc merci à tous d'être avec nous ce soir. Ma première question pour vous, Nathalie, c'est lorsque l'on parle de pollution plastique, on parle d'un déchet. Est-ce que c'est un déchet qui a une particularité ? Lorsqu'on parle de pollution plastique, on a beaucoup de mal d'ailleurs à savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que ce à quoi on pense en premier lieu, très souvent, c'est vrai, c'est un macro-déchet, c'est-à-dire un déchet qu'on voit, le déchet qu'on va jeter, qu'on va retrouver dans la nature, et puis le déchet qui est moche et qui tue aussi des animaux. Alors, ce n'est pas un déchet qui nous tue, nous, en tout cas pas dans l'immédiat. Mais disons que c'est pourtant pas là que réside le danger du plastique. Et souvent, quand on pense aussi au plastique, on pense à son empreinte carbone. On se dit, voilà, empreinte carbone, changement climatique, etc. Et pourtant, c'est pas là non plus que réside le danger du plastique. Donc c'est vrai que souvent, on a du mal à savoir... qu'est-ce que c'est que cette pollution ? Pourquoi on parle de quoi, en fait, quand on parle de pollution ? Eh bien, quand on parle de pollution plastique, on parle de particules de plastique. C'est-à-dire que, justement, le plastique a un comportement très particulier. Et ce comportement, ne se manifeste pas seulement quand il devient un déchet, il se manifeste dès sa production. Et ce comportement, c'est une forme de vieillissement très particulier que les autres matériaux ne présentent pas. C'est un matériau qui va se fragmenter, mais sur un temps très long, contrairement au papier, au carton, etc., qui va se fragmenter sur un temps très long. Et on pourrait dire finalement, il y a d'autres matériaux qui persistent très longtemps, mais lui, en plus, il n'est pas inerte. C'est-à-dire qu'il va être capable d'interagir avec son environnement et de sorber des substances qu'il va rencontrer sur son chemin. Manque de bol, il a une très forte affinité avec toutes les substances que l'on dit hydrophobes. Et manque de bol aussi, ces substances hydrophobes sont souvent les plus toxiques pour les êtres vivants. Et donc, du coup, c'est un matériau qui a un comportement très particulier, qui va se fragmenter, qui va sorber les polluants, les substances hydrophobes, donc souvent polluantes, qu'il va rencontrer sur son chemin. Et cette fragmentation, elle dure très longtemps et elle va très loin. Et donc, microplastique, nanoplastique, on descend en taille. Et plus on descend en taille, et plus ce plastique a la faculté de voyager facilement. Par voie d'eau, par voie de terre, par voie d'air. On le sait, il voyage très bien maintenant par voie d'air. Mais il voyage aussi à l'intérieur des organes des êtres vivants. Dès qu'il a atteint cette taille nanoscopique, mais on en trouve quand même à l'échelle microscopique, c'est-à-dire qu'il est capable de transloquer. Alors, pourquoi il peut transloquer ? Transloquer, c'est-à-dire qu'il est capable de traverser la barrière. Il est capable de traverser la barrière parce que, justement, il n'est pas inerte. C'est-à-dire que lorsqu'il s'approche de ces membranes que tous les organes des êtres vivants ont pour protéger, justement pour les protéger, eh bien, comme il est interactif, il va y avoir une interaction entre les protéines des organes qu'il approche et lui-même. Et donc, quelque part, il va se recouvrir d'une sorte de cape d'invisibilité. Donc, c'est
C'est pas la seule nanoparticule qui fait ça, mais quand même le plastique le fait très bien. C'est ce qu'on appelle la corona, c'est-à-dire une couche qui se crée autour et qui fait qu'ensuite vos organismes ne sont plus capables de le reconnaître comme un corps étranger. Et donc c'est pour ça qu'il arrive à passer très facilement les barrières. Donc voilà, c'est une matière qui a un comportement particulier. On ne le retrouve chez aucun autre matériau que l'homme a utilisé jusqu'à présent. Les papiers, les cartons, le bois, etc. se fragmentent aussi, mais sur un temps bien plus court, alors que le plastique, ça dure des siècles et des siècles. Alors que le bois, ça peut durer des dizaines d'années, mais on ne va pas se retrouver avec des particules de bois qui vont persister pendant des millénaires. Et cette persistance, en fait, c'est aussi cette fragmentation. C'est-à-dire, par exemple, les matériaux à base de verre ou de métal persistent aussi, mais ils ne se fragmentent pas. C'est-à-dire qu'ils vont se solubiliser pour pouvoir ensuite, donc ces éléments essentiels vont pouvoir réintégrer les cycles géochimiques. Donc au final, moi je dirais que le plastique se démarque de tous les autres matériaux parce qu'il n'est capable de réintégrer aucun des cycles biogéochimiques qui stabilisent notre écosystème. Et ça, c'est le problème number one. Et ça, c'est de l'empreinte plastique, c'est pas du bilan carbone, c'est du micro et du nano-déchet, c'est pas du macro-déchet. Donc il ne suffit pas de ne pas jeter nos déchets pour qu'il n'y ait plus de pollution plastique. La preuve d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on analyse les micro et nanoplastiques qu'on récupère au fin fond de l'Arctique ou ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que la grande majorité de ces particules viennent de plastiques et qui sont encore en cours d'usage dans les bâtiments, par exemple. Lorsqu'on analyse les microplastiques que l'on trouve, les microfibres que l'on trouve dans les eaux, je sais pas, du lac Léman, par exemple, on s'aperçoit que ces microfibres viennent de vêtements encore en usage. C'est le lavage. Lorsqu'on analyse les microparticules de plastique que l'on trouve aussi dans l'atmosphère, on s'aperçoit qu'elles viennent aussi, par exemple, assez souvent aussi, des pneus, de la gomme des pneus. Donc, on a beaucoup d'idées reçues sur le macrodéchet, sur l'empreinte carbone, sur le déchet. C'est-à-dire que le plastique ne polluerait que lorsqu'il devient déchet, mais pas du tout. Les plastiques qui sont utilisés très longtemps, ils vieillissent et ils polluent tout autant que ceux qui sont jetés au bout de quelques heures. Voilà, donc il y a une grosse je trouve qu'il y a beaucoup de confusion qui fait qu'on a beaucoup de mal à comprendre vraiment le fond du problème. Et parce qu'on le considère encore comme un déchet normal, voire dans l'esprit des gens pas si toxique que ça, parce que recyclable. On reviendra sur l'idée de recyclable ou décyclable. En même temps, quand on dit pas si toxique que ça, on a presque raison. C'est-à-dire que quelque part, il y a des plastiques qui vieillissent très vite parce qu'il y a de la friction, parce que voilà, ça fait. Mais quelque part, quand on met un plastique en usage, il se met à polluer au bout de plusieurs dizaines d'années, quelque part sous forme de micro et nanoplastiques. Donc nous là, par exemple, tous les plastiques que nous sommes en train d'utiliser, c'est des plastiques qui vont impacter la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants, pas vraiment la nôtre. Parce qu'actuellement, on dit qu'on consomme l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, mais finalement, il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas si énorme que ça. On est capable de supporter cette dose-là. Sauf qu'on a déjà accumulé des quantités énormes qui font que cette dose, elle va aller en croissance exponentielle. Donc, on n'a pas tort quand on dit ça. Vous disiez dans un article, dans une interview que vous avez eu avec Le Monde, un chiffre qui était assez troublant, terrifiant même. Vous disiez en fait que d'ici 2040, donc l'ONU a décrété, ou en tout cas projette que d'ici 2040, 80% des plastiques seront recyclés. Mais vous dites, dans tous les cas, on pourra revenir encore une fois sur l'idée de recyclage, mais dans tous les cas, ça ajouterait 6 milliards de tonnes de plastique aux 9 milliards existants. Si on maintient notre consommation telle qu'elle est. Voilà. Et la biomasse de la Terre... On peut même parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons accumulé 8 à 9 milliards de tonnes de plastique sur Terre. La biomasse animale totale, elle est de 2 milliards de tonnes. La biomasse des vers de terre, qui sont quand même des éléments essentiels, elle est de 0,2, c'est-à-dire 45 fois moins. Le poids total des êtres humains est de 0,06, c'est-à-dire 150 fois moins que la quantité de plastique qu'il y a actuellement sur Terre. Donc juste pour donner une idée des quantités monstrueuses de plastique. Alors, on peut les cacher, on peut les mettre sous le tapis, mais le problème, c'est que ce sont des plastiques, s'ils ne sont pas brûlés,
ils vont obligatoirement donner naissance à des micros et des nanoparticules. C'est ça la pollution plastique. C'est pas le plastique moche qu'on voit, c'est pas une question d'éducation à ne pas jeter. C'est une éducation à ne pas utiliser. C'est quand même très différent. Et voilà, ça c'est important. Alexis, du coup, une question référente à ça qui touche à... C'est bon, pour les micros. Est-ce que tous les plastiques sont indispensables? Et s'il y en avait un en particulier auquel il fallait s'attaquer, ce serait lequel? Nous, ce à quoi on s'attaque avec Bocoloco, c'est vraiment le plastique jetable, enfin le contenant finalement qu'on va ouvrir, le petit sachet de chips, le paquet de gâteaux qu'on va ouvrir et qu'on va jeter au bout de 5 minutes d'utilisation. Donc c'est ça pour moi qui est aujourd'hui en fait, ce sur quoi je travaille. C'est vraiment de convaincre les industriels agroalimentaires en leur montrant qu'on peut passer sur des formats réemployables et que les consommateurs vont répondre présents, qui vont jouer le jeu de la consigne, du réemploi, parce que ils vont pouvoir changer leurs habitudes. Donc nous, on travaille là-dessus et évidemment, par rapport à l'industrie agroalimentaire, ça fait 50 ans, voire plus, qu'on a développé des chaînes de conditionnement ultra automatisées pour produire du plastique à très bas coût. Donc en fait, les emballages plastiques, ça coûte très peu cher aujourd'hui, comparé à un modèle de réemploi où le fait de laver un contenant, de transporter un contenant, ça a un coût, clairement, quand on parle de petits volumes. Donc voilà, moi, aujourd'hui, mon enjeu, c'est vraiment de travailler sur ces plastiques de la consommation courante qui sont les plus utilisés, qui sont dans tous les produits qu'on consomme là au quotidien, voilà, pour changer vraiment ces habitudes de consommation. Nathalie, pour rebondir sur ce point, est-ce que quand on s'attaque au plastique, on doit s'attaquer à tous les plastiques? Actuellement, tous les plastiques qu'on utilise ont à peu près le même comportement et le même défaut. Donc oui. Alors après, évidemment qu'il y a certains plastiques qui sont biodégradables et compagnie, mais ça représente rien, quoi. C'est quelques pourcents à peine. Ça représente rien de la consommation actuelle de plastique. Donc bien sûr qu'il faut s'attaquer à tous les plastiques. Et c'est bien, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est bien de s'attaquer, par exemple, à l'usage unique. Les plastiques utilisés dans la construction sont tout aussi polluants que les plastiques utilisés pour l'emballage d'un paquet de chips. Et dans la santé? Souvent, on dit que le plastique est un outil pour la santé. Après, il faudrait qu'on soit capable de peser quelque part le coût environnemental et pas économique, et le bénéfice qu'on en tire derrière. C'est-à-dire il faudrait qu'on décide, oui, ce plastique-là, j'en ai tellement besoin que je prends ce qui va avec, les dangers, les risques, etc. Là, oui, mais le problème, c'est que cette question-là, on n'a pas commencé à se la poser. Et ce n'est pas à nous, consommateurs, de nous la poser, c'est les industriels qui doivent se poser cette question-là. Ce sont les industriels qui doivent trouver des solutions pour justement réduire leur usage de plastique et nous proposer des biens et des services avec moins de plastique. Moi, en fait, pour vivre au quotidien avec les industriels, ils ne changeront pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je mesure à quel point, pour eux, c'est une marche qui est difficile. Ils ont besoin d'être accompagnés pour passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Ils ont besoin d'être accompagnés pour changer leur chaîne de conditionnement. Ils ont besoin d'investir massivement. Et donc, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la régulation. Parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, dans mon marché, c'est les lois AGEC, climat et résilience qui font que les industriels sont poussés à bouger. Est-ce qu'ils le feraient spontanément parce que le consommateur répond présent? On sait bien qu'aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, en fait, on va faire parfois l'effort de consommer en vrac, mais la réalité, c'est que la majorité des Français moyens, est habitué à consommer voilà, d'alternatives. Qui soient pratiques, disponibles, etc. Donc, c'est là où je dis que tout ne peut pas reposer sur les épaules du consommateur, évidemment. Non, mais parce que ce modèle-là, il est pratique pour tout le monde. Il est pratique pour le consommateur qui, finalement, ferme les yeux et se dit c'est un déchet, et puis c'est pas très très grave. Ça représente que 5 grammes, et donc je fais confiance au recyclage, ça va se recycler. Ça arrange, voilà, et ça arrange le producteur parce qu'il se dit en fait, moi, j'ai une chaîne de conditionnement à faire tourner, j'ai investi 50 millions d'euros.
Donc je ne change rien parce qu'en fait, ça marche bien comme ça. Et parce que par ailleurs, il y a de l'inflation, il y a le prix des matières premières. Voilà. Et donc, Il y a de l'an. voilà. Donc en fait, en tant qu'industriel... Il y a le Covid. Oui, bien sûr. Toujours de bonnes raisons. Sans doute, mais en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment, pour moi, qu'il y ait un espèce d'incitation forte à ce qu'on change de modèle. Et ça ne se fera pas naturellement, en douceur. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment, pour moi, de l'incitation, de la régulation. Et puis, voilà. Parce que là, on parle quand même de défaire des filières, en vrai. On parle quand même de défaire des filières, qui ne sont pas forcément toutes arrivées, d'ailleurs, à maturité. Donc les investissements du côté industriel sont colossales. Moi, c'est un petit peu ce qui me gêne là, vraiment, ce qui me met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on investit dans des solutions qui n'en sont pas. On essaie de faire coller des narratifs, quelque part, qui ont été construits par nos élites, par exemple l'économie circulaire, le recyclage, la réutilisation, qui ne collent pas avec le matériau plastique. On va en reparler vraiment en détail. On en reparlera en détail, on expliquera pourquoi. Mais moi, ce qui me gêne actuellement, c'est qu'on fait porter les efforts sur des solutions qui n'en sont pas, alors qu'on a des solutions, enfin, ou du moins qui sont très laborieuses, parce qu'il faut justement reconstruire des filières entières qui ne portent pas leurs fruits à la sortie, alors qu'on aurait des solutions beaucoup plus simples à notre portée juste à côté. Donc, tous les changements d'habitude nous demandent beaucoup d'investissement. Et moi, je me dis, mais c'est quand que l'on cesse de perdre du temps avec des solutions qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements financiers et qui finalement, à la fin, ne porteront pas leurs fruits. Et on le sait, ce sont des solutions qui ne nous permettront pas de réduire la pollution plastique. Alors, basculons sur l'idée du recyclage et du décyclage. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, vous parliez de la poubelle jaune. Je prends une bouteille, je prends n'importe quel emballage, je le mets dans la poubelle jaune, c'est réglé, ça va être recyclé. Est-ce que ça va être recyclé? Et quel est, derrière le mot-clé qui suit, quelle est la différence entre le recyclage et le décyclage? Alors, après, je vais essayer de faire ça simplement, sans trop vous perdre, parce que là, c'est pareil, si on rentre dans toutes les méandres. Bon, en gros, on a une économie linéaire. Okay, on a une ressource, un objet qu'on utilise, et ensuite un déchet. Donc ça pose problème, on épuise nos ressources et puis surtout on accumule des déchets. Donc c'est quand même le problème. Au départ, dans les années 70, on a eu peur de manquer de pétrole, mais maintenant on s'aperçoit qu'on va étouffer sous nos déchets, que ce soit des émissions de gaz à effet de serre ou des plastiques. Donc on construit un narratif, puisque ça s'appelle comme ça, un narratif autour de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, elle nous dit je vais régénérer mon déchet dans le même objet, l'objet à l'identique. Comme ça, je n'utiliserai plus de ressources et je n'accumulerai plus de déchets, puisque le déchet disparaît. Et je fais une boucle comme ça. Comme un pépin de pomme. La pomme tombe, le pépin refait une pomme. Donc, le plus bel exemple d'économie circulaire, c'est la nature qui nous l'offre avec la biodégradabilité de toutes les matières organiques, parce que le plastique pose problème parce qu'il n'est pas biodégradable. Donc, ce sont les feuilles d'arbres que vous avez dans votre jardin au printemps qui tombent. Eh ben, les feuilles, elles ne se sont jamais accumulées dans votre jardin parce que notre écosystème possède les outils biologiques pour dégrader ces matériaux et ensuite ce qui permet à l'arbre de récupérer les nutriments et de resynthétiser la même feuille au printemps d'après. Donc ça, c'est une belle économie circulaire. C'est le cycle biologique du carbone, le cycle court du carbone organique. Ah oui, voilà, j'étais en train de passer. Donc ça, c'est l'économie circulaire. Je m'arrête là où je continue. Économie circulaire parfaite. Donc on s'est dit, on va faire pareil avec le plastique. Sauf que le plastique ne se prête pas à ça. Le plastique, il n'est pas fait pour ça. Parce que c'est un matériau, justement, qui est interactif, qui se dégrade, qui s'abîme. Donc c'est un matériau qui ne peut pas être recyclé. Alors, le meilleur recyclage du plastique qui existe actuellement, c'est le recyclage des bouteilles en PET. Moi, je me suis beaucoup investie parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'y croyais à ce recyclage. Je me disais vraiment, il faut recycler le plastique. Donc, je me suis investie tout de suite à l'EFSA pour que je me suis investie dans la réglementation, je me suis investie dans les évaluations, etc. Et puis, évidemment, les limites, elles apparaissent très vite. Donc, le meilleur recyclage qui existe, c'est la bouteille en PET qui redevient bouteille en PET un nombre limité de fois. Et puis, il ne faut pas que le plastique soit trop abîmé, il ne faut pas qu'il soit trop contaminé, donc il faut un circuit de collecte très précis. Enfin bref, c'est très compliqué. Et juste, je coupe dessus parce qu'il y avait une image qu'on m'a donnée, moi, qui m'a parlé. Une bouteille de PET, quand on dit par exemple une telle marque recycle sa bouteille, en vérité, c'est 30%
Oui, voilà, près, en moyenne, c'est ça. Donc En moyenne, c'est ça. 70%, c'est C'est-à-dire que du pour faire- nouveau. Voilà, pour faire nouvelle une injection bouteille plastique. 100% PET recyclée, il en faut 3 à peu près. Bon, alors après, c'est pas un cycle qui se fait à l'infini, c'est un cycle qui se fait 2-3 fois. Donc ça permet de diviser par 2 ou 3 la consommation de bouteilles en plastique en PET. Mais ces bouteilles en plastique en PET ne représentent que 1% des plastiques que nous utilisons. Donc comment est-ce que l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas peuvent afficher des taux de recyclage qui avoisinent les 50%? Ou nous-mêmes, d'ailleurs, on se dit, oh, on recycle que je ne sais plus combien, 20%, c'est scandaleux, il faut qu'on augmente le recyclage. Alors qu'il n'y a qu'1% de nos plastiques qu'on peut appeler recyclage, même si ce n'est pas un recyclage parfait, mais bon, quand même, il y a un effet sur la pollution, puisqu'on diminue la consommation de plastique vierge, on diminue donc la pollution. Eh bien, tout simplement parce que ce que l'on appelle recyclage, en réalité, c'est du décyclage. Et ça, on dirait que c'est tabou, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la définition qui est donnée par l'Europe du recyclage, elle inclut le même objet, mais elle inclut un autre objet sous forme de plastique dégradé. Pour elle, tout est pareil. Sauf que la boucle n'est pas bouclée. C'est-à-dire qu'on ne reconstitue pas le même objet. Ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau débouché pour ce plastique dégradé. Vous voyez ce que je veux dire? La boucle n'est pas fermée, elle est ouverte. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est une économie que moi j'appelle économie tire-bouchon. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir besoin de plastique vierge et on va chercher de nouveaux débouchés pour justement essayer d'utiliser ce plastique décyclé. Donc on va étendre les utilisations du plastique décyclé. En faisant ça, on va faire disparaître des filières, c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer d'autres matériaux. On pourra remplacer un peu de plastique vierge, mais il va falloir trouver de gros débouchés. Donc on cherche des débouchés partout, dans la construction, dans le vêtement, etc. C'est comme ça que vous achetez, par exemple, des polaires. Mais tous ces objets-là, en plastique décyclé, ils ne sont plus recyclables après. Donc là, votre veste en polaire en plastique décyclé, votre chaise de jardin, eh ben, elle va continuer à vieillir et elle va continuer à nourrir cet énorme réservoir de micro et de nanoplastiques que nous sommes en train de constituer. Donc on ne fait pas disparaître la pollution, vous êtes bien d'accord, hein? On la stocke sous la forme d'autres objets. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cette table en bois, bon, celle-là elle est en bois mais on s'en fout, ben on va la faire en plastique décyclé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours besoin de plastique vierge, parce que pour faire des bouteilles, il faut bien du plastique vierge. Alors, on continue à avoir besoin de plastique vierge, on continue à polluer. Et la troisième chose qui est encore pire, c'est qu'on se rend dépendant des déchets plastiques. C'est-à-dire qu'on construit des filières entières où on utilise des plastiques dégradés, justement décyclés. Mais ces filières, une fois qu'elles sont construites, après, il faut les nourrir. Ça veut dire qu'il faut continuer à débiter du déchet plastique. Et donc le résultat le plus évident de l'inefficacité de ce recyclage, c'est que si vous regardez les pays justement qui recyclent le mieux et qui flirtent avec les 50% de recyclage, s'ils recyclaient vraiment, ils auraient diminué par 2 leur consommation de plastique vierge. Or, leur consommation de plastique vierge, elle est toujours en train d'augmenter. Elle augmente tout le temps et perpétuellement. Parce que ce n'est pas une économie circulaire, c'est une économie tire-bouchon. Donc le recyclage et le décyclage, ce sont 2 choses très différentes. Le recyclage a un vrai impact sur la pollution plastique. Le décyclage, c'est pire. C'est un système qui pérennise. On ne peut même pas dire qu'il n'a pas d'effet. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'on pérennise un système où on va produire du déchet plastique et utiliser de la matière vierge. Et on en devient dépendant. Et on devient complètement dépendant et ensuite on ne peut plus revenir en arrière. Alexis, pour le coup, c'est vraiment le sujet sur lequel vous battez. Et donc, dans l'idée, on abandonne complètement cette logique de plastique et on retourne à la logique de consigne. Ouais, nous on se place du côté de la solution. Une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est de se dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on se... Moi, c'est un vrai combat au quotidien que je porte avec les distributeurs et les industriels pour faire en sorte que on ait le retour de la consigne. Parce que ça, c'est un truc auquel je crois profondément. C'est quand on parle d'économie circulaire, c'est le fait de pouvoir réemployer les contenants et pour qu'ils aient une deuxième vie, une troisième vie, une 20e vie, et qu'effectivement on évite le jetable. Donc
il y a des matériaux qui sont comme le verre, comme l'inox, qui sont qui ont leurs qualités et leurs défauts aussi. Donc il n'y a pas de solution miracle en fait pour moi aujourd'hui par rapport aux matériaux. Mais moi, ce que je mesure au quotidien, c'est vraiment à la fois l'inertie au changement. C'est qu'en fait, il faut convaincre le consommateur de changer ses habitudes, sachant qu'on est picousé avec ses habitudes de consommation du jetable. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut changer les manières de faire, les pratiques, les expertises, les métiers au sein des entreprises. Et ça, en fait, ça suppose vraiment un changement de fond, en fait. Et vous sentez que les consommateurs, parce que la consigne, on imagine tout de suite le petit bagage avec les bouteilles de lait, est-ce que vous sentez que le consommateur qui s'est plié quand même à une certaine facilité va adopter ce type de comportement ? En fait, moi, ma conviction, c'est qu'il faut que ce soit pratique. C'est en fait, on le voit bien, on n'est pas prêt à faire des efforts. En tout cas, le français moyen. Il y a ceux qui sont ultra convaincus, qui font leurs courses de vrac, qui vont changer leurs habitudes. Et donc, eux, entre guillemets, c'est gagné. C'est super. Et après, il y a les Français, comme vous et nous, j'imagine, qui ont fait des efforts, mais pas surtout, pas tout le temps. On a nos contraintes personnelles, professionnelles, qui fait qu'on va retomber rapidement aussi dans nos habitudes de course en mode chez soi. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'il faut que ce soit hyper simple, hyper pratique pour qu'on arrive à changer ses routines. C'est déjà compliqué de changer ses routines, et donc, du coup, il faut que ce soit, que ça ne demande pas trop d'efforts. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Bocoloco, c'est vraiment de pouvoir simplifier le retour de la consigne, le retour des contenants dans des collecteurs en magasin. Et ce qu'on constate, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à mesurer en fait justement ces taux de retour. On arrive à mesurer la fréquence de retour, pour vraiment comprendre les nouveaux usages. Et derrière de dire, ok, finalement, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner le consommateur, mieux accompagner les distributeurs, les producteurs, pour que on puisse accélérer les choses. Par exemple, la consigne, ça marche sur des produits de grande consommation à forte fréquence de consommation. Typiquement, par exemple, des biscuits, finalement, les contenants restent dans la cuisine du consommateur, et donc il aura tendance à y penser et à rapporter ses contenants. À l'inverse, des produits de fond de placard, je sais pas, des lentilles par exemple, on va les oublier, ça va se perdre, et puis ça ne reviendra pas. Donc, nous, derrière, on travaille sur justement le fait d'accompagner les industriels pour mieux comprendre quels sont les produits qui sont le plus appétants que d'autres en consigne, et surtout d'avoir des parcours clients, ce qu'on appelle des parcours clients qui soient le plus évident possible, pour que le consommateur, entre guillemets, une fois qu'il a franchi le cap de se dire ok, il faut que je fasse un petit effort, il ne revient plus en arrière. Et ça, c'est intéressant, c'est de voir à quel point au départ il y a un peu une inertie au changement. On le voit, quand on doit changer des habitudes, c'est pas évident. Donc on sent que ça demande un vrai effort de compréhension. Et quand on fait nos courses au quotidien, on veut que ça aille très très vite. C'est un vendredi soir, on a quelques minutes pour faire les courses. Donc on n'est pas prêt à essayer de comprendre ce que ça veut dire la consigne, comment ça fonctionne, etc. On veut vraiment de la rapidité. Et donc on se rend compte qu'une fois, par contre, que le cap est franchi, qu'ils ont fait un premier achat et qu'ils ont compris comment ça fonctionne, là ensuite derrière on rentre dans une routine, et là en fait on revient plus en arrière. Et ça, pour moi, ça veut dire que c'est cranté et que c'est entre guillemets ancré dans le quotidien. C'est ça qui est intéressant. Je pense que s'il y avait une chose à synthétiser, assez simple finalement, mais c'est mon exercice, c'est de dire dans tous les cas, il faut consommer moins, et donc il y a des plastiques qui restent entre guillemets plus ou moins indispensables. Il y en a la grande majorité qui ne le sont pas. Après, on peut parler de tout ce qui pourrait être fait pour favoriser les matériaux qui n'utilisent pas de plastique. On parle de taxe carbone, on parle de beaucoup de choses qu'il faudrait quand on achète ce que j'en entends, quand on achète un plastique, taxe plastique, voilà. Il faudrait que quand on achète un objet comme le plastique, on puisse se dire ce n'est pas un objet neutre. Voilà, qu'on paie le vrai prix. J'ai d'autres questions, mais ce que je voudrais, c'est qu'on enclenche peut-être un échange. Est-ce que vous avez des réactions, des questions que vous voudriez poser ? J'avais une petite question, peut-être sur des solutions qu'on voit aussi émerger, qui sont du coup des plastiques à base de matières alternatives. Quel est votre avis sur ce type de solution ? Là aussi, quelle confusion. Ces matériaux, c'est le grand bazar. Ce qui est important finalement, c'est pas tellement la ressource,
C'est-à-dire qu'on a beaucoup joué sur le terme bioplastique en se disant c'est des biosourcés, donc tout va bien. Mais en fait, il faut savoir que finalement, même si on était à court de pétrole, on s'en fout, on est capable de synthétiser les mêmes plastiques à partir d'amidon ou de sucre de canne ou d'autres produits végétaux. Donc ça, on sait très bien le faire, il n'y a aucun souci. Et donc ça n'a strictement aucun intérêt. Ça veut dire qu'on va continuer à produire de la pollution plastique puisqu'on aura les mêmes matériaux. Alors après, dans ces plastiques, ces bioplastiques, il y a donc les biosourcés, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, après, on a les biodégradables, c'est-à-dire ceux qui vont se comporter comme toute matière organique et qui seront réassimilés par l'environnement. Et donc, ces matériaux biodégradables, c'est comme pour toute matière organique, c'est une garantie que ces matériaux ne s'accumuleront pas sur Terre pendant des siècles ou des millénaires. Donc, c'est quand même pas mal. Sauf qu'évidemment, là-dessus est venu se greffer encore énormément de confusion. C'est-à-dire que l'Europe a permis des matériaux qui ne le sont qu'en conditions industrielles. C'est-à-dire qu'il faut monter à 60 degrés. Ce matériau-là, c'est du PLA, de l'acide polylactique. Et donc, ce matériau, lorsqu'on a fait des analyses des microplastiques trouvés au fin fond des glaces de l'Arctique, il y avait du PLA. Je dis, mais attendez, c'est un matériau biodégradable, on ne comprend pas. Oui, c'est normal. Il faut qu'il soit collecté pour pouvoir être biodégradable. Donc, ce n'est pas une garantie. C'est-à-dire que si ce PLA s'use, les particules qui vont partir, elles vont polluer autant que les autres, puisque le matériau ne sera pas biodégradé en conditions naturelles. Ensuite, on s'est retrouvé avec des matériaux biodégradables. Donc, en fait, pour mesurer la biodégradabilité, on compare à un matériau, c'est un pourcentage de biodégradabilité, on compare avec de la cellulose, qui est une substance organique qu'on retrouve un petit peu partout. Et puis, du coup, on a utilisé ces films biodégradables. Puis, on s'est aperçu, notamment tous ceux qui faisaient des composts, mais des composts industriels, qui sont souvent en anaérobie, etc., on s'est aperçu que ces matériaux plastiques ne se dégradaient pas suffisamment vite pour pouvoir gérer les composts correctement. Donc là aussi, les industriels ont crié « Ah, les biodégradables ne le sont pas ». Et là, c'était encore une autre attaque. C'est-à-dire que quand on a les personnes qui ont développé c'est par exemple les sacs de Novamont, le Materby qui ne se dégrade pas suffisamment en conditions anaérobies, c'est-à-dire ces composts industriels qui accélèrent la dégradation en se mettant dans des conditions particulières. Et là, c'est vrai que ça ne répondait pas au cahier des charges des industriels. Bon, toujours est-il qu'il y a eu énormément de campagnes en disant « Ouh là là, le biodégradable, il faut s'en méfier ». D'ailleurs, on n'ose même plus prononcer le mot biodégradable. Moi, j'insiste, biodégradable. Le plastique pose problème parce qu'il n'est pas biodégradable. Et qu'un vrai biodégradable, c'est une garantie. Alors, c'est vrai que c'est embêtant que ça ne puisse pas passer dans les composts des industriels parce que c'est quand même bien Et donc là, actuellement, il y a énormément de programmes de recherche sur lesquels je travaille, justement pour comprendre comment on peut avoir une garantie que ces matériaux dits biodégradables répondront aussi au cahier des charges des industriels qui font du compost industriel. Voilà, donc c'est un peu le grand bazar entre le biosourcé, entre le biodégradable, le vrai biodégradable. Donc vrai biodégradable, il faut aller chercher le home compost de TÜV Austria. Donc c'est un label privé puisque l'appellation biodégradable de l'Europe inclut tout. Voilà, c'est comme le recyclage. Allez, hop, on met tout. Et puis après, je trouve que ça pose vraiment problème parce qu'après, il y a la confiance derrière aussi des consommateurs et le fait que plus personne s'y retrouve. Enfin, on ne sait plus de quoi on parle. Et je crois que les mots et les définitions qu'on met derrière ont vraiment leur importance pour tous. Et là, dans ce domaine-là des plastiques biodégradables ou biosourcés, il faut suivre. Nathalie est beaucoup plus experte que moi sur le sujet, donc j'apporterai pas beaucoup plus d'éléments techniques ou scientifiques, mais voilà, nous, clairement, ce à quoi on croit, c'est le fait qu'on doit avoir des matériaux qui soient réemployables, et donc avec le plus de nombre de vies, voilà, pour qu'à la fin, parce qu'en fait, on parle beaucoup du plastique là, mais
demain, si on prend de l'inox en se disant l'inox c'est la solution miracle, et qu'en fait il se trouve que l'inox ça a que quelques cycles de vie, mais que derrière on en retrouve dans la nature, voilà, on n'aura pas résolu le problème. Donc l'inox, on sait qu'il n'a pas le comportement du plastique, donc on se retrouvera jamais avec la même problématique. Moi, mon point, c'est plutôt de dire, en fait, les matériaux miracles aujourd'hui, voilà, encore une fois, chaque matériau a ses avantages et inconvénients. Et donc, pour le coup, nous, chez Beaucoup Loco, on travaille beaucoup avec le verre, parce que voilà, le verre, c'est oui, alternative au plastique, tout à fait. Donc on travaille beaucoup avec le verre. Après le verre, ça a d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'en fait c'est cassable, ça pèse lourd, donc c'est des vrais enjeux pour les industriels. Et aujourd'hui, quand on leur parle de verre sur des chaînes de conditionnement, ils sont effrayés parce qu'en fait ils ont construit une usine autour du fait qu'il n'y ait pas de casse, par exemple, sur les chaînes de conditionnement. Donc voilà, c'est compliqué pour eux de... et encore une fois, de leur point de vue, ce matériau qu'est le plastique, ça a des avantages considérables. Oui, mais des effets aussi terribles derrière. On est d'accord, mais en fait la question c'est quelles sont les solutions alternatives qu'on peut leur proposer qui va faire qu'ils vont changer, qui vont être convaincus d'investir sur une nouvelle solution. Et donc moi, clairement, je me passe d'un point de vue assez pragmatique, c'est de dire, ok, très bien, on fait le constat, on est d'accord, il y a plein de dangers, etc., je ne remets pas ça en cause, mais ok, maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait Et donc, voilà, moi, aujourd'hui, ce que je constate dans les faits, c'est que moi, j'ai pas de solution miracle, et moi, ce que je porte comme combat, c'est, très bien, ce que je vois, c'est en gros des industriels qui sont un peu tétanisés, qui savent pas comment s'y prendre, qui se disent ok, l'économie circulaire c'est un grand mot, mais derrière ça bouleverse ma manière de faire, ma manière de produire, de conditionner. Donc concrètement, je ne fais rien. Et donc nous on est là avec ce constat. Tant que je ne suis pas obligé. Donc ils voient entre guillemets ces espèces de cette espèce d'épée de Damoclès qui arrive et sur laquelle ils vont devoir agir, mais concrètement, moi en face de moi, j'ai des équipes qui ne savent pas comment s'y prendre, même avec toute la bonne volonté du monde, se disent que c'est compliqué parce que ça touche à leur modèle logistique, marketing, packaging, et toutes les équipes qui vont derrière ça. C'est qu'en fait, il y a des experts PAC dans toutes les boîtes qui finalement se sont construits avec cet univers du plastique. Donc voilà, moi, ce que je mets en évidence, c'est vraiment la remise en question profonde d'un modèle. Et une fois qu'on a dressé ce constat, sans doute alarmant scientifique, c'est OK, maintenant, what's next? Voilà. Alors, moi, j'aurais voulu juste terminer, rajouter un petit truc là, quand je vous parlais quand on a posé la question de biodégradable. Finalement, les solutions qui se sont mises en place d'ailleurs spontanément pour réduire. Alors, il y a quand même je trouve qu'il y a des réussites. C'est vrai que la grande distribution a fait des efforts pour réduire l'utilisation de sacs plastiques au niveau. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des sacs en papier. Hein. Et pourquoi le papier? Bien sûr, le papier, il y a une empreinte carbone du papier, mais à côté du plastique, le papier est biodégradable quand même. Il faut bien le savoir. Le carton, c'est pareil. Le bois, c'est pareil. Donc, c'est des matériaux qui ne vont pas s'accumuler pendant des siècles et des siècles. Donc il n'y a pas d'empreinte plastique. Donc, il n'y a pas de risque vis-à-vis de ces micros et de ces nanoparticules. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand même, il y a des exemples de réussite. Il y a de réussites, entre guillemets, qui sont... On pourrait peut-être les citer, on pourrait les qualifier d'anecdotiques, mais pas tant que ça. La grande distribution, oui, tous les sachets ont disparu, autant pour les fruits et légumes qu'en sortie de caisse, tout ça, ça vous manque? Non, on a trouvé plein de solutions. Bon, il y a encore du plastique quand même, soi-disant réutilisable. Moi, je suis pas bien à l'aise avec cette notion de réusage quand il s'agit du plastique. Parce que vraiment, je trouve qu'on l'utilise du coup en disant c'est pas grave, c'est réutilisable. Et en fait, on sait très bien que c'est très limité cette réutilisation, donc le bénéfice est extrêmement limité pour tout. Alors il y a d'autres exemples. Je sais qu'il y a des marques de vêtements qui ont banni purement et simplement toutes les fibres synthétiques de leurs produits, par exemple. Bon, ça me semble quand même vraiment plus intelligent que d'aller mettre des filtres à la sortie des machines, quoi. Ce genre de truc. Voilà, la réutilisation.
Et je pense aussi que ces solutions, il faut qu'elles soient mises en place sans qu'il y ait de peur aussi derrière, et puis surtout sans que la confusion qui règne fasse dire aussi aux industriels, est-ce que ça vaut vraiment le coup? De toute façon, les consommateurs ne comprennent même pas le bénéfice. Donc, par exemple, moi, on m'a expliqué plusieurs fois qu'il vaut mieux, avec un aplomb assez incroyable, qu'il vaut mieux utiliser un sac plastique qu'un sac en coton, qu'il vaut mieux utiliser une bouteille en plastique qu'une bouteille en verre, parce que l'empreinte carbone est plus faible. Alors bon... Ok, on va réexpliquer que ce n'est pas du tout l'empreinte carbone, c'est l'empreinte plastique. Mais je crois aussi que tant qu'il n'y aura pas une clarification du débat public là-dessus, eh bien, je ne vois pas comment on va progresser. Et là, le dernier discours de notre président, Monsieur Macron, j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a touchée parce qu'il a reconnu cette bombe à retardement et il en a parlé. Je me suis dit, enfin, cette bombe à retardement, ce réservoir de micro et nanoparticules, ça y est. Bon, voilà, c'est officiel, notre président en a parlé. Mais il faut que notre président en parle pour que beaucoup de gens suivent derrière. Et alors, ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'ensuite, il a embrayé en disant, ouf, il y a les gros pays producteurs comme la Chine. Bon. Et c'est vrai que dans ces négociations, il y a différents types de pays. Il y a tous les pays producteurs, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite. Il y a les pays utilisateurs, les gros utilisateurs que nous sommes, nous, l'Europe, les USA étant un peu entre les deux. Et puis après, il y a tous les pays, nombreux pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, etc., qui consomment très peu, qui ne produisent pas, mais qui, malheureusement, accueillent beaucoup de nos déchets et qui n'ont pas les moyens de se défendre. Moi, ce qui m'a gêné dans ce discours, c'est que, finalement, on avait l'impression que, il y a un gros problème, le réservoir, ça y est, il est reconnu. Mais il y a des pays producteurs, comme la Chine, et donc il faut mettre en place une économie circulaire du recyclage. Et paf, rebelote, et je me suis dit, nous revoilà encore avec une solution qui n'en est pas. Alors que je pense qu'il a tout simplement oublié de dire que nous sommes les plus gros consommateurs. Nous, les pays les plus riches, les plus développés. Et que c'est à nous de faire l'effort de ne plus consommer. On est quand même toujours dans un marché, avec cette loi de l'offre et de la demande. Si on en demandait moins, il y aurait une offre, il y aurait quand même moins de production. Si l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine produisent ces quantités monstrueuses de plastique, c'est pas eux qui les utilisent, hein, c'est nous. Et je trouve qu'on n'a pas encore le courage de le dire et qu'on se perd encore dans des solutions qui n'en sont pas. Donc on est toujours sur ce recyclage. Je me suis dit, ah mince, c'est pas bien retombé, quoi. Et je pense que pour les industriels, ça serait aussi très important qu'il y ait une clarification officielle du discours, c'est-à-dire que nos autorités publiques et politiques prennent leurs responsabilités là-dessus. Or, on sent qu'il y a un espèce de flou qui est quand même entretenu. On n'a pas envie encore, sur ce thème-là, d'appeler un chat un chat. On reste encore sur ces histoires de recyclage qui n'en sont pas. Il ne faut pas parler de la consommation ou vaguement. Enfin, voilà. Donc, une réaction sur les autres produits qui peuvent être utilisés à la place du plastique. Il y avait une start-up, il y a eu plein d'initiatives là-dessus, mais il y en a une en particulier qui m'avait marqué. Une start-up qui avait eu un prix, le prix national géographique 2022, je crois, qui avait trouvé un système remplaçant pour faire des gobelets, par exemple, avec du quartz. Est-ce que ces technologies-là, et pour vous dire, la start-up a coulé depuis, mais est-ce que ces technologies-là, ce sont des technologies d'avenir ou en fait il n'y a pas d'autres solutions? Je ne sais pas. Alors, le problème, c'est qu'avec toutes ces innovations, il y a le secret industriel derrière, ça c'est super pénible, et donc pour savoir exactement de quoi il retourne, c'est très compliqué. Moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, il me faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour comprendre exactement ce qu'il y a dessous. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce que du coup, on peut... J'ai l'impression que j'ai plus de micro. Oui, c'est ça. Ah si, ça y est. C'est un vrai problème, parce que pour évaluer le vrai bénéfice, c'est très compliqué pour comprendre ce qu'il y a derrière. Comprendre ce qu'il y a comme constituants, comme polymères, pour comprendre leur comportement. Par exemple, on a très longtemps remplacé des gobelets en plastique par des gobelets en carton, mais qui étaient recouverts ou des récipients qui étaient recouverts de PFA. Qui sont les cousins en fait des
plastique, mais en pire. C'est-à-dire que sur la chaîne hydrocarbonée, un plastique, c'est une chaîne de carbone avec des hydrogènes autour. Bah là, on a remplacé ces hydrogènes par des fluors pour le rendre encore plus résistant. Donc, quelque part, il a la dangerosité. Ces PFA ont toute la dangerosité, ou PFA d'ailleurs, ces PFA ont toute la dangerosité du plastique, mais en pire. Et donc, c'est vrai que là, c'est pareil. C'est moi qui ai un problème. Et ben là, on a mis longtemps à savoir que secret industriel oblige qu'en fait, il y avait une bonne couche de PFA qui permettait à ce carton de devenir imperméable. Donc moi, je ne sais pas comment on progresse là-dessus. Je dois avouer que Mais je rebondis sur la question d'Arnaud parce que ça m'intéresse aussi. À tes yeux, quelles sont les innovations en termes de matériaux qui te paraissent les plus intéressantes pour justement sortir du plastique? Parce que moi, en tant que start-up comme solution, je suis intéressé par quels sont les matériaux de demain en fait que je vais pouvoir Alors moi, utiliser. je dois avouer que je suis un peu amoureuse du verre parce que pour moi, c'est un matériau qui est noble, qui est hyper inerte. Il est très dense. Il ne pollue pas ou très peu, un petit peu évidemment, parce que pour le mettre en forme, il faut des températures très élevées. Et je pense que c'est un matériau qui est idéal à condition qu'on puisse le réutiliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des systèmes de standardisation, de géométrie des récipients, et qu'il puisse y avoir une collecte et un lavage local, sur place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'évidemment on transporte ce verre qui est très lourd, etc. Et ça, je pense qu'en tout cas, pour certaines applications du plastique, ça va être, ça me semble quand même le plus pratique, voilà, le plus simple. Après, d'autres matériaux. Moi, je suis intéressée par le biodégradable aussi, mais le biodégradable recyclable. C'est-à-dire qu'on puisse soit le réutiliser, soit le recycler. Et ça aussi, c'est important. C'est ce qu'on fait pour les papiers et les cartons, de toute façon. Hein, on peut en parler, mais enfin, ou du moins, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que ça permet d'augmenter la valeur économique et puis de limiter aussi les impacts. Mais bon, voilà, là, c'est pareil. Nous, on a des matériaux qui sont très beaux, qui sont remarquables, mais bon, leur production, c'est pas... disons que pour certaines utilisations du plastique, ça va être très bien, pour remplacer certaines utilisations du plastique, mais c'est pareil, toutes ces solutions, mises bout à bout, elles vont représenter finalement très peu. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de se pencher sur la non-utilisation du plastique et d'accepter cette idée-là, et que tout le monde l'accepte, y compris les industriels, que certains plastiques ne sont pas utiles et qu'il faut apprendre à s'en passer. Quelle que soit la solution, toutes les solutions sont bonnes. En tout cas, moi, le témoignage que je peux apporter sur le verre, c'est effectivement, ces derniers 12 mois, il y a eu une hausse hyper importante, en fait, hyper forte sur le coût du matériau. Et on voit qu'il y a une raréfaction en fait qui se profile, du sable par exemple qui est à l'origine du verre. Et oui, parce qu'on ne le réutilise pas. Non, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, comme le coût des matériaux augmente, le coût du verre perdu devient plus important que le coût du verre réemployé. Et en fait, pour moi, ça c'est hyper intéressant comme donnée parce qu'en fait, ça veut dire que mon modèle économique du réemploi devient tout d'un coup hyper pertinent aux yeux des industriels. Et donc ça, en fait, clairement, moi, ça m'aide dans mon activité au quotidien parce que je peux dire enfin aux industriels, vous voyez, ça vous coûte moins cher de réemployer que d'acheter un packaging jetable. Et donc ça, effectivement, je te rejoins dans ce constat-là. Le verre, ça peut être une solution, pas que, je pense, non, pas que. Parce qu'on voit bien qu'il y a des matériaux il y a des produits qui se prêtent pas forcément autour du verre. Et après, derrière, pour finir là-dessus. Pour moi, en tout cas, le réemploi, c'est une question de volume. C'est qu'en fait, on voit donc, la question du modèle économique, elle est vraiment intimement liée à la question des volumes générés. Volume de contenants produits, lavés, transportés, etc. Volume et géométrie aussi, que l'on puisse réutiliser. Complètement, ouais. Parce qu'il y a, c'est marrant, il y a un bruit qui me chagrine toujours. C'est quand j'entends le bruit des... Quand quelqu'un jette ses bouteilles et tous ses récipients en verre dans les gros containers de collecte pour le recyclage et d'entendre ces bouteilles et tous ces récipients se briser, moi chaque fois ça me chagrine. Je me dis mais quel gaspillage, alors qu'on pourrait les réutiliser des milliers de fois ces mêmes récipients. Ben non, on les détruit quoi, pour ensuite aller
les recycler. Alors, je ne suis pas contre le recyclage du verre, mais je me dis, mais pourquoi on parle recyclage de verre? Pourquoi on parle recyclage de verre? Et en tout cas là-dessus, il y a un travail qui est fait pour définir des contenants standards, donc avec des verriers comme Veralia ou Hawaii qui sont impliqués pour derrière produire ces contenants standards. Et du coup, le principe, c'est qu'un contenant puisse être, donc une bouteille par exemple, puisse être utilisée par un industriel, lavé et ensuite réutilisé par un autre industriel. Donc avoir un système de consigne et de réemploi ouvert avec des contenants standards où en fait vraiment ces contenants peuvent être acceptés par tous les industriels et ça permet derrière de massifier les volumes et de pouvoir trouver un modèle qui a du sens. Un Saumur-Champigny serait un Médoc qui serait un champagne. Il y a un gros enjeu sur le vin, effectivement, Arnaud, tu as raison. Parce que pour le coup, sur le vin, je pense qu'on est les meilleurs pour avoir créé toute une panoplie de bouteilles, une gamme hyper large. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement, par exemple, les brasseurs sont déjà sur des contenants standards. Et derrière, nous, ce qu'on milite auprès des industriels, c'est justement qu'ils adoptent ces standards. Et demain, alors évidemment, Coca, par exemple, ne changera sans doute pas sa bouteille. Parce que voilà, pour eux, c'est sa marque iconique. Enfin, voilà, la bouteille, c'est iconique. Pour autant, ils ont les volumes derrière. Ceci dit, on pourrait tous avoir des bouteilles de la forme et des volumes de Coca. Et voilà. On s'en fout. On s'en fout. Alors, je sais pas si non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça vient changer derrière la manière de faire du marketing dans des entreprises. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous reconnaissez un produit en magasin parce qu'il a un contenant particulier. Et donc, demain, ce sera différent parce qu'effectivement, des contenants seront standards. Et donc, ça change vraiment des pratiques au sein des boîtes. Je pense qu'on pourrait refaire une conférence entière sur les évolutions du marketing associées à ça. Ce serait très, très tout à fait. Et alors peut-être aussi, je voulais prendre une question du. Ah ok. J'aurais voulu compléter. Une réaction peut-être que vous pouvez avoir. Oui. Oui, bonjour. Du coup, moi je me posais la question par rapport notamment à Coca, qui utilisait pendant une période des consignes de bouteilles en verre et qui, comme d'autres industriels, ont arrêté à l'arrivée du plastique parce que ça les imposait plus à gérer la fin de vie. Il y a énormément de contraintes liées à la collecte, au lavage, à la réutilisation. Donc ma question, c'est comment on pourrait faire pour presque revenir en arrière et faire ce qu'on savait faire dans le passé et accepter les contraintes associées pour préserver notre environnement. C'est ça, c'est exactement ça. Après, moi, je dois avouer que là-dessus, c'est difficile de répondre parce que je travaille pas vraiment là-dessus, mais moi, il me semble qu'on va peut-être pas revenir en arrière exactement, on va pas refaire le même schéma en arrière, pas du tout. C'est un peu dommage d'ailleurs de le voir comme ça. On peut aussi aller de l'avant et puis se dire que justement, on va trouver d'autres solutions beaucoup plus optimisées, beaucoup plus simples pour les industriels, comme par exemple cette standardisation de géométrie d'emballage en verre, c'est-à-dire que les bouteilles, elles puissent pas seulement être réutilisées par Coca, mais aussi par tous les producteurs, tous ceux qui utilisent des bouteilles et qu'il y ait, puis que ce soit les pots de yaourt, c'est pareil, les bocaux, etc., qu'on ait vraiment une standardisation qui facilite la réutilisation avec des cycles beaucoup plus courts, c'est-à-dire qu'on repasse pas forcément par la même marque. C'est quand même vraiment l'objectif. Et ça, c'est aller de l'avant, parce que ça n'a jamais été fait. C'est pas quelque chose qui va nous faire revenir en arrière. Et puis du coup, j'en profite juste pour revenir sur ce qu'on disait là sur les matériaux, parce que moi, je me dis, c'est dommage qu'on raisonne toujours en matériaux alternatifs. Ça m'agace toujours un petit peu. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de remplacer le plastique par un autre matériau. Des fois, on peut aussi tout simplement faire autrement. Et notamment, c'est le cas pour les aliments. Il y a beaucoup de produits qu'on emballe parce que ce sont des aliments qui viennent de loin, parce que alors qu'on pourrait très bien se passer de ces emballages si on avait, par exemple, un circuit de distribution différent. Et alors ça, c'est pour les emballages. Au vrac, par exemple ? Oui, au vrac, ou alors des produits qui n'aient pas besoin d'être emballés pour être conservés plus longtemps, qu'on cherche pas forcément à augmenter la DLC parce qu'on a des circuits courts de distribution. Ce sont des exemples. On peut réfléchir sans
matériaux. En fait, on peut réfléchir à faire autrement. Et je crois que c'est pour tout pareil quand je sais pas, par exemple, quand on parle des plastiques utilisés. Alors je dis n'importe quoi parce que c'est pas mon domaine, je suis pas compétente, mais par exemple les plastiques utilisés dans le transport, évidemment, on en a besoin de ces plastiques, ça allège tout, les avions, les voitures, etc. Mais peut-être qu'on peut tout simplement aussi voyager autrement, c'est-à-dire découvrir d'autres mondes, enfin penser l'aventure autrement qu'en train de prendre un avion ou un train. On n'est pas forcément en train d'essayer de remplacer le plastique du train par du bois. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi inventé une autre façon de vivre en lien avec tous les biens matériels qu'on utilise et c'est là-dessus qu'il va y avoir énormément de créativité à mettre en place. C'est pas sur le remplacement. Enfin, je dis pas ça pour dévaloriser ce que fait mon laboratoire, puisque nous travaillons sur des matériaux alternatifs. Mais quand même, il me semble que le vrai progrès, l'avenir, il va être au-delà de ça. Alors, moi, j'entends l'idéal, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la transition pour aller vers ça. Et c'est à quel point, en fait, pour revenir à votre question, c'est compliqué pour le consommateur de changer ses habitudes, ses routines. Et moi, je le mesure au quotidien sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis en magasin pour parler de la consigne, dans un magasin Monoprix, par exemple, les gens me disent c'est super la consigne, ça me rappelle avant quand effectivement en tant qu'enfant je rapportais mes contenants et puis j'avais 2 centimes, voilà. Donc il y a un côté vachement affectif autour de ça. Et donc les gens ça leur parle la consigne, donc souvent on dit mais pourquoi est-ce qu'on revient pas vers ça, vers le bon sens et tout. Et pour autant il y a une vraie inertie au changement. Donc en fait concrètement moi, je suis pas convaincu que s'il n'y a pas un minimum d'incitation, de réglementation et derrière un modèle économique qui change, ça se fera pas naturellement et de manière simple. Donc voilà, moi je pense que c'est, en tout cas mon retour terrain très très terre à terre, c'est et vous le constatez dans vos vies au quotidien, c'est compliqué de changer. Voilà. Et alors moi je reviens juste aussi à l'idée pour laquelle j'ai créé Bocaux Locaux. En fait on avait décidé avec ma femme de passer au vrac il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc c'était une bonne résolution du début d'année 2019. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il fallait qu'on pense à prendre nos contenants. Et donc une fois sur 2, moi je les oubliais parce que je suis assez tête en l'air. Et puis ensuite on allait dans des magasins spécialisés où en fait quand on consommait, les produits étaient un peu mous parce qu'ils étaient à l'air libre. Donc la réalité, c'est quand même qu'il y a une perte de confort. Voilà. Et donc, par rapport à ça, moi, je me dis, je suis hyper impliqué, je suis hyper convaincu, j'ai envie de changer. Et pour autant, ça me demande un effort. Alors, j'imagine même pas quelqu'un qui prend ses moyens, à qui on va dire, OK, maintenant, il faut que tu changes. Donc voilà, moi, je crois à l'idéal. La question, c'est, OK, comment est-ce qu'on fait bouger les choses concrètement ? Peut se faire que petit à petit, et je pense qu'il n'y a pas une solution, quoi. Il y en a plein. Évidemment, il faut taxer les plastiques, il faut fixer des objectifs de réduction de consommation de plastique à tous les industriels. Ça marche. Je ne sais pas pourquoi, ça fait des petits pointillés. Je pense qu'il y a plein de solutions, en fait, et que, à mon avis, elles sont toutes bonnes à prendre. Hein. Vu les quantités de plastique qu'on utilise, je crois qu'il faut en refuser aucune. Donc même quand on parle du recyclage qui n'est pas très efficace, je me dis c'est mieux que rien, quoi. Enfin, le biodégradable qui n'est pas forcément, c'est quand même mieux que rien. La réutilisation, évidemment, ça va être long à mettre en place, ça va être compliqué, mais il faut le faire. Et je pense qu'il y a des tas d'outils et qu'il ne faut pas les monter les uns contre les autres, quoi. Mais Parce l'idée, que je pense que même si on met tout bout à bout, on va encore couvrir très peu. Et que du coup, il faut juste garder en tête, à mon avis, une idée, une priorité, qui est celle de réduire l'utilisation de plastique, point barre. Et ça, c'est vraiment important pour moi, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'essaie de faire passer. Et on entend que parce que ce n'est pas un objet anodin. Pas cher, certes, mais il n'est pas anodin. C'est une dette de toxicité que nous léguons aux générations futures. Il faut vraiment en prendre conscience. Une réaction ? J'avais peut-être une question aussi concernant justement du coup cette deuxième session de négociation sur le traité international. Vous, en tant que scientifique et entrepreneur, quelles sont vos attentes ? Et à la fin de cette session, vous serez content si quoi ? Si quoi ?
Allez. Superbe question pour conclure cette table ronde. Merci. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, évidemment, je suis hyper concerné en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors là, on parle du traité du plastique, mais on parle aussi de la réglementation européenne, PPWR, qui vient un peu chapeauter la réglementation nationale comme la loi AGEC et Climat Résilience. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lobbying, de questionnement, de tensions sur la réglementation, avec vraiment deux extrêmes. D'un côté, des ONG qui militent contre le plastique et des attentes hyper fortes, et de l'autre, des lobbyistes pro-plastique qui vont vraiment essayer de faire valoir leurs enjeux. Donc c'est un peu difficile de se retrouver dans tout ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, je navigue à vue. Et en même temps, c'est compliqué pour moi d'aller vraiment au combat. Parce que concrètement, en fait, c'est compliqué de se dire on a à la fois une entreprise qu'on doit faire marcher, et puis en même temps, on doit se battre contre des géants de l'industrie. Et on peut y passer sa vie en fait à ça. Donc moi, dans tout ça, c'est essayer de naviguer à vue, mais surtout d'espérer, donc là c'est mon vœu par rapport au traité, c'est espérer qu'effectivement il y ait de la réglementation ambitieuse et contraignante, c'est-à-dire vraiment derrière avec des sanctions, avec des systèmes de bonus-malus, on a parlé aussi de fiscalité, pour qu'en fait derrière, évidemment, il y ait de la coercition. Et j'espère qu'on n'aille pas en arrière par rapport notamment aux jalons qui ont été plantés par la loi AGEC et Climat Résilience. Parce que derrière, ça veut dire que concrètement, nous, on aura toutes les peines du monde à entraîner avec nous les industriels. Et s'il n'y a pas de mesures coercitives, c'est clair que ça prendra hyper longtemps. Et nous, on ne sera plus là pour apporter une solution. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué pour nous. C'est qu'en fait, il y a une certaine fragilité en fait, autour de start-up, autour de l'innovation. Et donc, s'il n'y a pas un mouvement de fond qui se met en place, nous, demain, on ne sera plus là. Ça veut dire qu'en fait, on aura essayé de batailler, et puis ensuite, tout ce qu'on a apporté comme technologie, comme innovation, on ne pourra pas en faire profiter les consommateurs, les industriels. Donc moi, je suis assez concerné parce qu'effectivement, j'ai cette espèce d'aléa un peu diffus que je ne maîtrise pas, et pour autant qui est vraiment clairement ce que vont écouter les industriels et les distributeurs pour décider si oui ou non ils passent à l'échelle. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de passer d'une phase d'expérimentation, de test, sur OK, on fait un test à petite échelle, on est sur un modèle à grande échelle, national, avec une loi qui va bien, avec du coup des industriels qui investissent, parce qu'ils prennent conscience de la mesure de l'enjeu derrière. Voilà, donc on est dans cette phase un peu de flottement, en tout cas tel que je le vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Nathalie ? Et pour moi, moi j'espère que ces négociations seront l'occasion sans que je me fasse trop d'illusions, de repartir sur des bases saines de raisonnement. C'est-à-dire parce que en fait, il va y avoir des investissements, et il faut que ces investissements, que ce soit des lois ou autre chose, il faut que ces investissements aient un sens et qu'ils soient réalisables. Lorsqu'on fait une loi, c'est pas le tout de faire la loi, il faut qu'ensuite elle puisse être appliquée. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche à défendre, c'est-à-dire qu'il y ait des bases de raisonnement qui soient saines. Quand j'emmerde tout le monde en disant le plastique, c'est pas une empreinte carbone, c'est une empreinte plastique, mon objectif, c'est pas d'emmerder les gens, c'est vraiment de dire si vous raisonnez sur une empreinte carbone, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis de l'économie circulaire. Et on va se retrouver ensuite avec des investissements, par exemple, sur du recyclage, qui n'en sont pas et qui ne servent à rien. Donc moi, c'est vraiment des bases saines, qu'on arrête de perdre du temps parce qu'on ne raisonne pas sur des bases saines avec des solutions qui n'en sont pas. Et puis, ce que j'en attends aussi, évidemment, c'est qu'il y ait une très grosse prise de conscience de tous les pays développés, de leur haut niveau de responsabilité. Parce qu'on parle souvent de négociations au haut niveau, mais quand même, nous avons un haut niveau de responsabilité dans cette pollution, puisque c'est nous qui sommes la force motrice, c'est nous qui consommons le plus de plastique. Donc j'espère vraiment que la priorité numéro 1 qui sera mise en place et qui sera défendue, et tous les investissements qui vont aller derrière, sera de réduire notre consommation de plastique, et pas de se préoccuper de mettre une taxe sur les plastiques pour aller aider les pays du Sud à recycler, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas recycler. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu quand même à plusieurs reprises. Ce genre de discours qui me paraît extrêmement dangereux. Et ensuite, il y a une autre chose pour moi qui est très importante, c'est aussi qu'enfin,
on arrive à interdire vraiment les mouvements transfrontaliers de déchets plastiques. Alors, en fait, en réalité, c'est le cas, parce qu'il y a la Convention de Bâle qui interdit les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, et les plastiques font partie des déchets dangereux. Sauf que là aussi, c'est contourné, parce qu'à partir du moment où le pays qui reçoit est capable de justifier de ce qu'ils appellent une gestion économiquement, écologiquement responsable, GER, eh bien, il n'y a pas de souci, ce déchet peut bouger. Peut être exporté. Sauf que ce qui se passe en fait dans cette convention de Bâle, c'est que gestion écologiquement responsable, c'est du décyclage. Si vous faites du décyclage, c'est considéré comme très bien. Donc du coup, on incite tous les pays qui accueillent nos déchets à faire n'importe quoi avec les déchets plastiques. Construisez des maisons, des bâtiments, on s'en fout. C'est gestion économiquement responsable, donc les déchets passent. Donc voilà, un exemple typique de loi qui fait que la loi en elle-même, elle est bien, mais elle n'est pas applicable parce qu'elle est contournable, parce qu'on a un raisonnement sur la pollution plastique qui n'est pas bon. Et que du coup, on se retrouve avec des lois qui ne seront jamais appliquées, quoi. Et pour moi, c'est important de restreindre ces mouvements transfrontaliers de déchets plastiques parce que si nos déchets restaient chez nous, je pense qu'on en aurait vraiment conscience. Et on se dirait, maintenant, il faut qu'on en fasse quelque chose, quoi. Or, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse vraiment tout azimut. On se débarrasse de tous nos progrès en termes de transition numérique avec les ordinateurs, tous ces équipements usagés qui partent là aussi vers les pays du Sud, nos fringues usagées qui partent aussi toutes vers les... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même terrible, ces mouvements de déchets sous prétexte, souvent en plus humanitaire, qui partent vers les pays du Sud, qui n'ont pas les moyens de dire non, puisque souvent même on les paye pour accueillir ces déchets. Donc pour moi, ça c'est quand même quelque chose d'important et qui va aller avec le fait que si on reconnaît que si nous arrivons à bien reconnaître que nous sommes les premiers pollueurs parce que les premiers consommateurs, je pense que ça va... Et si nos déchets restent sur place, je pense que ça va nous obliger à faire de gros efforts pour réduire parce qu'on va être très vite submergé. D'ailleurs, quand il y a eu quelques pays africains comme le Rwanda, etc., qui se sont opposés, qui ont dit non à l'arrivée de tous les vêtements d'occasion, par exemple des USA, alors évidemment, les USA se sont retrouvés débordés avec toutes leurs... Et ils ont, évidemment, il y a eu des menaces de sanctions économiques sur les pays, sur les produits qui étaient exportés par ces pays-là et qui ont dû tous, d'ailleurs, céder. C'est-à-dire que maintenant, à nouveau, ils acceptent tous les vêtements usagés qui viennent des États-Unis, quoi, sous couvert aussi. Triste conclusion. Non, mais c'est un de mes espoirs. On me pose la question. Moi, c'est un espoir clé. Un espoir clé que j'ai essayé d'expliquer dans un article du Monde et qui finalement a été raboté par la rédaction. Ouais. Donc c'est encore quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Ouais. C'est dommage. Un dernier mot pour conclure cet échange. Positif, accueillant. D'autant plus que je pense aux gens qui vont naître donc le 31 mai 2023. Je pense aux gens qui verront cette vidéo, peut-être en 2024, et qui soit se diront voilà, vous avez raison, ou peut-être qu'il y a des solutions qui vont arriver, je ne sais pas. Alors nous, il y a une actualité chez Bocolo qui me donne beaucoup d'espoir. C'est le fait que là, on vienne effectivement, tu le disais Arnaud, de lever des fonds. Et on sait que c'est parce qu'on a des investisseurs derrière qui croient dans ce qu'on fait, qui vont être capables de pouvoir nous donner vraiment ce financement qui nous sert à investir sur notre technologie, sur nos ressources, et faire en sorte qu'effectivement on puisse grandir. Et moi, je crois beaucoup effectivement au fait que quand on a des soutiens comme ça permet nous vraiment de poser la réflexion et un temps un peu plus long pour une start-up. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je suis hyper content. On a annoncé ça hier dans la presse et je suis vraiment ravi de voir qu'il y a des fonds d'investissement à impact qui sont prêts à vraiment à jouer le jeu, à prendre le risque et à se dire voilà, on croit à ce mouvement de fond. Pas seulement sur du très court terme, mais vraiment dans la durée. Et j'ai derrière ce fonds-là aussi des investisseurs particuliers qui croient dans ce qu'on fait. Et donc en tant qu'entrepreneur, c'est hyper encourageant.
Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience collective. À titre individuel, on veut faire bouger les choses. Et donc, voilà. Moi, je crois beaucoup maintenant, en ce moment, en tout cas, à l'effet d'emballement qu'il y a sur le réemploi et la consigne en France. On était un peu tout seul il y a 3 ans, quand on a commencé l'activité de Bocaux Locaux. Et là, récemment, voilà, on se rend compte à quel point il y a un effet avant et après. Vous avez sans doute vu toutes les chaînes de fast-food qui doivent passer au réemploi depuis le mois, début janvier. Donc il y a vraiment un effet d'électrochoc, je pense. Et je trouvais ça intéressant ce que disait Nathalie sur le fait de la prise de conscience sur les emballages. Le fait qu'on soit beaucoup plus conscient qu'avant, je pense, des quantités d'emballages qu'on met qu'on jette. Et moi, j'avais, pour finir là-dessus, pendant le Covid, je pense qu'on était tous à vivre 100% du temps chez soi, à consommer que chez soi. Et là, on voyait la poubelle jaune qui commençait à grossir, en se disant mais c'est pas possible. Voilà, comment est-ce qu'on sort de là? Et je trouve qu'il y a vraiment cette prise de conscience, voilà, qui arrive et qui est là. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est des startups comme la tienne, c'est clair. C'est évidemment cette prise de conscience. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai beaucoup travaillé dans mon coin, entre guillemets. Et c'est vrai qu'actuellement, je suis invitée, y compris dans des émissions très grand public. Et ça me fait plaisir parce que ça me fait quand même dire que c'est un sujet dont tout le monde a envie de parler. Et puis tout le monde en est conscient. Et ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir, c'est tous les soutiens que je reçois quand j'ai ces activités-là. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est tous les jeunes dans mon laboratoire qui sont super motivés autour de ce qu'ils font, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est pas seulement leur sujet de recherche, par exemple sur les biodégradables ou sur le recyclable. Ça va être aussi de prendre en charge la ville du labo dans son ensemble, leur propre vie autour des plastiques et de réduire leur empreinte. Donc c'est vrai que c'est cet entraînement auquel on assiste actuellement. Et puis, même si ces négociations n'aboutissent pas sur le traité ambitieux, rêvé, je me dis que rien que d'en parler déjà, franchement, pour moi, je trouve que c'est plus important. C'est le plus important. Merci. Donc merci pour cette initiative, évidemment, qui en fait partie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très belle soirée.